tout le monde. En fait, aujourd'hui, je vais vous présenter un challenge TryHackMe. TryHackMe, donc c'est une plateforme où on a des CTF concernant tout ce qui est du hacking éthique, plus également tout un tas de tutoriels, didacticiels pour vous apprendre justement le hacking offensif et du forensique, etc. Alors personnellement, moi, je suis pas dans la cybersécurité, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis en phase notamment de formation sur la certification CEH, donc la CEH, la partie pratique, mais aussi la certification, la partie théorique, mais aussi la certification pratique. Ce sont des choses vraiment qui m'intéressent. Mais là, en fait, ce que je voulais vous présenter dans ce challenge d'exploitation de buffer overflow, c'est un petit outil que j'ai trouvé du coup sur GitHub, qui s'appelle BOF Helper et qui va permettre un petit peu d'automatiser toutes les étapes nécessaires pour faire l'exploitation du buffer overflow. Donc ça, c'est quelque chose que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et du coup, on va commencer tout de suite. Donc j'ai lancé ma machine BrainPan donc de TryHackMe et on va commencer à préparer notre plateforme Kali. Donc là, j'ai lancé moi le VPN. Ici, c'est mon IP de tunnel. Donc ce qu'on va faire, on va lancer un VS Code pour commencer à taper les informations qui nous intéressent. Donc, premièrement, on va créer un premier dossier dans TryHackMe qui s'appelle, on va l'appeler BrainPan. Voilà. Dans Visual Studio Code, je vais ouvrir le dossier. Donc dans TryHackMe BrainPan, valider. Et là, je vais créer mon fichier readme.md. Dedans, on va déjà indiquer notre IP local VPN TryHackMe qui est donc le 10.11.31.167 ici. Et l'IP donc de la target qui est la 10.10.100.168. Voilà. Donc là, on a nos premiers éléments et on va un petit peu voir qu'est-ce qui se passe derrière cette IP. Alors, on va commencer très simple. On va faire un simple sudo nmap 10.10.100.168, donc notre target. Donc, on va essayer de scanner un petit peu tous les ports, identifier les versions, éventuellement l'OS qu'il y a derrière. Et donc sudo et j'exécute. Donc on va patienter un petit peu le temps qu'il fasse la recherche et on se retrouve tout de suite après. Bien, donc ça y est, le résultat est donné. Donc j'en ai profité aussi pour lever un peu mon écran et me mettre debout parce que j'ai un peu mal aux jambes. Et du coup, qu'est-ce qu'on découvre à la sortie du scan? On a deux ports ouverts, le 9999 et le 10 000. Voilà. Ce qu'on découvre, c'est que derrière le port 10 000, ça c'est intéressant, c'est qu'on a un simple HTTP server. Donc autrement dit, quelque chose qui nous sert des pages web. Donc on va aller voir probablement qu'est-ce qu'on a derrière ce truc-là. Donc la version 0.6 et apparemment un Python 2.7.3. Donc on sait qu'il y a du Python derrière qui tourne. Alors on va commencer voir sur le port 9999 qu'est-ce qu'on a derrière ce truc là, voir s'il y a quelque chose exploitable. Donc pour cela je vais faire un simple netcat, je vais me connecter donc sur notre target 10.10.100.168 sur le port 9999 et on va voir si on a quelque chose. On a quelque chose, BrainPan. Welcome to BrainPan, enter the password. Allez, on va mettre admin, sait-on jamais. Access denied. Ok. Bon, on l'aura compris, il y en a très probablement un buffer overflow sur ce programme-là. Et du coup, l'étape d'après consiste à récupérer ce programme. Donc, sur le port 10 000, on a vu qu'on avait potentiellement un site web
Donc on va aller de ce pas sur Firefox et essayer de voir qu'est-ce qu'on a derrière ceci. Sur le port 10 000. Sur le port 10 000, voilà. Et on voit, on a un site web. Alors, qu'est-ce qui nous apporte ce site web? Tout un tas d'infos. Ah, c'est une image. C'est une image. On va aller voir le code source, peut-être. On aura un peu plus d'infos. Alors non, c'est une simple image, toute bête, qui va pas nous apporter grand-chose. Alors éventuellement, on aurait pu essayer de voir si on avait quelque chose dans l'exif, derrière les métadatas en fait du fichier PNG. Mais là, pour l'instant, la première étape avant d'aller aussi loin, ce serait plutôt de faire une énumération, voir si on n'aurait pas des dossiers cachés derrière cette URL. Donc pour ça, moi je vais utiliser quelque chose que j'aime bien, c'est GoBuster. Hop. GoBuster. Et sur le port 10 000, pareil que celui-là d'ailleurs, 10.10.100.168 sur le port 10 000. Et là, du coup, on va lancer GoBuster qui va lancer le dictionnaire, la liste 2.3 medium.txt, donc ce qui contient tout un tas de dossiers en fait communs. Et du coup, lui, il va balayer l'URL en ajoutant en fait le suffixe avec le répertoire, par exemple, je sais pas moi, temporaire, et il va fouiller, voir si ça existe. Donc là, je lance la commande. On va le laisser travailler. Et bah tiens, directement déjà, on voit un dossier bin a été identifié. Donc, on va aller voir de ce pas qu'est-ce qui se cache derrière ça. Donc on avait dit 10.10.100.168 sur le port 10 000 et il nous a dit un dossier bin. Bam. On découvre donc le fameux brainpan.exe. Donc là, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de récupérer ce programme et de voir qu'est-ce qu'il fait. Donc pour le récupérer, tout simplement, je le télécharge. Voilà. Très bien, enregistré. Je récupère mon programme. Normalement, je l'ai là, voilà, brainpan.exe. Alors, ce que je vais faire aussi, ça c'est les choses habituelles. Quand vous faites un nmap, pensez toujours à garder les informations de scan pour éviter de le refaire toutes les 2 minutes. Si jamais vous avez besoin de réidentifier en fait qu'est-ce qui avait été trouvé par nmap. Donc je vais récupérer ceci. Copier, hop, CTRL V. Et éventuellement aussi la signature. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais le mettre en grand, ce truc-là. Alors moi j'utilise Terminator pour tout ce qui est commande, terminal. Ça me permet justement de décomposer sur différentes fenêtres. Voilà. Hop. Donc là on va l'arrêter, je pense qu'on a le programme qui nous intéresse. On a indiqué les informations. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer une VM Windows et le programme .exe, je vais l'installer sur ma VM Windows pour commencer à faire un petit peu de la découverte de ce programme. Alors pour ça, je vais me positionner dans mon dossier Brainpan, donc Try Hack Me Brainpan. Donc mon programme est ici. Ce que je vais faire, c'est simplement, je vais lancer un
un serveur HTTP, voilà, sur le port 80. Donc là, il est en écoute. Par contre, vu que je vais changer de réseau, je vais partir sur mon réseau ponté au Wi-Fi pour accéder à ma machine virtuelle Windows, qui se trouve du coup ici. Et je vais juste vérifier que j'ai bien un ping. Donc ma nouvelle IP, alors je vais la noter, ma nouvelle IP locale, nouvelle IP réseau local, c'est le 192.168.68.126. Et ici, sur la VM, on voit qu'on a un 192.168.127. Donc, on va juste s'assurer que les deux machines communiquent bien ensemble. Voilà, donc on a une réponse. Ça répond. Donc maintenant, j'ai lancé mon serveur HTTP derrière. Ici, il est en écoute. Maintenant, je vais récupérer mon programme. Donc, pour récupérer, je vais sur le 192.168.68.126. D'accord. 192.168.68.126. Sur le port, donc 80, c'est pas la peine de l'indiquer. Et le fichier, c'est brainpan.exe. Voilà. Il le télécharge. On voit, hein. La requête a été perçue. Il le télécharge. Et à présent, je vais juste le bouger dans mon dossier ici, qui est mon lab. Alors là, je l'ai lancé. Donc, on va créer un dossier brainpan. Voilà. À l'intérieur, je vais y glisser mon programme. Alors, c'est le dossier que je veux ouvrir. Voilà, ça on va plus en avoir besoin. Le programme est ici. Bon, simple glisser-déposer. Alors, ma VM est très lente. Voilà. Voilà. Et à présent, lançons donc l'exécutable et on voit brainpan, ouverture d'un socket sur le port 9999. Donc on se doute qu'il s'agit en fait du programme qui a probablement notre buffer overflow. Bon, on va pas être devin, hein, le challenge s'appelle brainpan, ça paraît évident. Donc à présent, on va lancer Immunity Debugger. Immunity Debugger, c'est un petit programme que vous pouvez télécharger, je vous mettrai les liens en description, qui va nous permettre justement de débugger brainpan.exe. Alors pour cela, je vais ouvrir brainpan. Parfait. Alors j'ai juste RNG-Con. Ce qui m'intéresse, c'est celui-là pour l'instant. Et ensuite, ça sera le log data pour la suite. Voilà. Tac. Donc je lance le programme. On va voir que le programme est running. On va retourner sur notre Kali. Et on va s'assurer que donc 192.168.0.127, donc notre machine Windows, entend bien mes connexions entrantes. Alors, est-ce que je l'ai bien lancé? Ah non, j'ai pas mis la bonne IP, c'est 192.168.68.127. Voilà, donc
on voit bien que le programme répond. Alors, est-ce qu'on a des indications? Voilà, received connection. Received connection. Tout ok. Très bien. Donc le programme tourne. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va commencer à vouloir faire de l'exploitation. Et plutôt que de créer notre faiseur.py et le lancer pour identifier premièrement à quel nombre de caractères l'application plante et faire toute la démarche bas de caractères et toutes les commandes Mona, et bien en fait on va utiliser un programme qui s'appelle BofHelper. BofHelper, donc il se trouve ici. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et c'est un programme qu'on va suivre vraiment étape par étape pour faire toute la création de notre exploit. Donc moi je l'ai déjà récupéré. Il se trouve donc dans mon EPT, mon dossier EPT, Tools, Overflow. Voilà. Et dans Overflow Helper. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, je vais le mettre en grand. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Maximiser le terminal. Donc, BofHelper. Donc, n'oubliez pas de faire un chmod plus x, donc un sudo chmod plus x sur bofhelper.py pour pouvoir l'exécuter. D'accord. Et du coup, on va commencer BofHelper par regarder l'aide. Donc, on va faire un -h. Et voilà, on a toutes nos commandes. Donc, BofHelper, il a besoin de quoi? Il a besoin de savoir la machine qui héberge en fait le service qu'on va vouloir exploiter, sur quel port. Ensuite, il va attendre plusieurs arguments. Donc, le fichier de sortie, dans lequel en fait on va écrire le payload. Éventuellement, -b pour dire, essaye de trouver quels sont les bas de caractères de manière automatique. Éventuellement, on peut donner un préfixe et un suffixe. Ça, c'est si jamais on a besoin de taper une commande particulière avant de faire l'exploitation, avant de partir dans l'exploitation. Alors, du coup, on va suivre les indications. Donc, on va faire un BofHelper.py. Donc, notre machine, c'est la 192.168.68.127. Voilà, 99. Donc j'avais déjà la commande -b-o et l'endroit où je veux écrire mon script. Donc dans le dossier try.me, MindPan, obscript.py. Je l'exécute. Et voilà. Et donc là, il commence à travailler tout seul. Donc il fait un fuzzing et il identifie qu'on a un crash à 700 bytes. Et là, il nous indique directement ce qu'on doit faire. Merci de redémarrer l'application générale dans le debugger et appuyer sur continue. Donc pour ça, je vais sur ma machine. Alors on voit le fuzzing qui s'est exécuté derrière, avec un plantage, un crash. On voit bien ici un crash qui s'est réalisé. Et donc je suis tout simplement, je redémarre. Restart. Oui. Voilà. Et pas oublier de lancer lecture. Et je clique Enter. Donc là, il va chercher l'offset. J'ai un problème d'affichage. Dans les dimensions. Donc voilà, ça y est, j'ai réglé mon problème d'affichage. Là, normalement, vous devriez être en mesure de tout voir.
Donc, j'ai redémarré l'application, il m'a demandé d'appuyer Entrée, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a généré un pattern, que normalement on fait avec Metasploit Pattern Create, ou via d'autres outils. Et là, du coup, il l'a fait automatiquement, il l'a refait planter. Maintenant, il nous demande d'entrer la valeur qu'on voit dans le IP, exactement tel qu'il apparaît. Donc, même chose, je retourne tout simplement sur l'application, et on voit l'adresse IP 35 72 41 34, que j'ai copié, et que je vais ressaisir ici. Je fais Entrée, voilà. Et là, il identifie que l'offset IP sur la pile, c'est exactement à l'offset 524. Donc l'extended instruction pointer, donc le prochain pointeur, se trouve exactement à l'offset 524. Maintenant, prochaine étape, c'est d'identifier les bas de caractère. Donc le programme va tenter d'identifier les bas de caractère. Même chose, veuillez redémarrer le programme dans le débugger et appuyer sur continuer. Donc, je retourne tout simplement, restart, oui. Tac, je lance l'application, j'appuie Entrée, et il identifie, donc il assume que x00, x01, x0d sont déjà des mauvais caractères. De toute façon, le caractère nul est toujours un mauvais caractère. Il essaie d'envoyer la liste de caractères. Donc, à présent, il me dit d'ouvrir le debugger, copier-coller un dump de la mémoire du début de la stack, donc de la pile, pour environ 256 bytes. Et d'entrer deux nouvelles lignes pour arrêter, ou Q pour terminer. Donc, on va faire tout simplement ce qu'il nous indique. Encore une fois, hein, c'est vraiment du étape par étape. Donc la pile est là. Donc je vais prendre tout le dump. Je prends un gros paquet, hein, comme ça je suis sûr qu'il a suffisamment d'éléments. Donc copier, hop, coller. Et on voit ici qu'il n'a pas trouvé de mauvais caractère. Donc ne pas oublier, hein, le X, X0, XD et XA sont des mauvais caractères, mais il n'en a pas trouvé d'autres. Donc là, je vais redémarrer le service tel qu'il me l'indique. Restart, oui. J'appuie, lecture, et je fais entrer. Ah, et on identifie qu'il n'avait pas trouvé de mauvais caractère. Donc bah là, tout simplement, on va dire Q, puisque c'est pas la peine d'aller plus loin, il n'avait pas trouvé de mauvais caractère. Donc je fais Q pour passer à la suite. Et maintenant, il va me demander d'entrer un payload MSF, donc un MSF Venom en fait, pour générer en fait notre reverse shell. Pour ça, je vais pouvoir m'embêter. Je vais utiliser une commande classique reverse shell. Donc, je vais prendre lequel? Voilà, on va prendre celui-ci. Donc, alors par contre ici, faites très attention à pas vous planter, parce que sinon il va falloir... Enfin après ça va être galère. Vous allez devoir retaper, refaire toutes les étapes, etc. Donc relisez bien ce que vous écrivez quand vous tapez la commande. Donc MSVDOM sur une architecture x86 d'une plateforme Windows, donc ma VM, avec un payload qui est pour Windows. Moi ce que je veux c'est un shell reverse TCP. D'accord. Ma localhost, donc ma machine Kali, c'est 192.168.126. Donc il faudra en fait que quand je vais injecter mon payload, ce qui va se produire, c'est que la machine Windows va recevoir le payload et le payload va lui dire connecte-toi en reverse sur mon Kali. Et c'est mon Kali dans lequel ensuite j'aurai l'invité de commande et exploiter du coup la machine.
Windows. Du coup, le L-host, le L-port. Donc moi je me mettrai en écoute sur le port 4444. Je vais préciser la fonction de sortie donc sur un thread. Ok. Les bas de caractère, en fait, il n'en a pas trouvé d'autres que ceux par défaut, donc x0, x00, voilà, x00, pardon, x0a et x0d. Hein, donc ça, c'est les informations qu'il nous a données tout à l'heure en assumant, voilà, x00, x0a, x0d. Donc on assume que ces caractères sont des caractères mauvais. Donc il ne faut surtout pas que notre payload, quand il va être généré, contienne ces caractères. x00, x0a, x0d. Ok. Enfin, on peut faire une fonction d'encodage x86. On va utiliser celui qui est généralement utilisé, donc le Shikata Gane, donc avec 3 itérations. Et enfin, on précise le format de sortie de notre payload, donc ça sera du Python. Et voilà, donc je vérifie juste que j'ai pas fait une bêtise. MSF Venom x86 plateforme Windows. J'exécute, il génère notre payload. Parfait. Ensuite, il nous demande où est-ce qu'on souhaite insérer le payload, avant ou après l'overflow. Et ben, on va mettre, je sais pas moi, on va mettre après, after. Et maintenant, il nous demande de spécifier une adresse d'un jump. Donc ce qu'on va devoir chercher, c'est un jump ESP. Et pour ça, on va reprendre notre machine. Voilà. Et là, du coup, on va exécuter une commande. Donc il faut que vous ayez installé Mona dans... Comment dire? Il faut que vous installiez le module Mona pour Immunity Debugger. Et que vous le mettiez ensuite dans le dossier PyCommands. C'est je l'ai mis où programme petit debugger, il n'est pas là. Voilà, Immunity Debugger. Et voilà, dans ce dossier PyCommand, là il va falloir que vous installiez le module Mona. D'accord? Donc ça c'est pareil, c'est un module que vous pouvez télécharger sur internet. Et du coup, on va utiliser notre module Mona. Tac. Et pour ça, on va faire la commande. Non, je réexécute tout. Alors, j'exécute. Du coup, Mona. JMP, alors Mona-R, JMP, ESP-CPB, et là on va donner les bas de caractère, hein. Il ne doit pas y avoir x0a, x0d, et on attend. Ah, j'ai un problème de commande. Ah. JMP-R, ESP, CPB. Voilà. Donc là, il recherche le module. Et il nous trouve... Alors, on va aller dans les log data. Voilà. Il nous trouve cette adresse 31 17 12 F3 où on voit que il n'y a aucune protection SLR, base, safe SEH, etc. Donc ce qui nous intéresse, c'est récupérer cette
adresse là, donc la 31.17.12 F3, on la tape telle quelle, hein, en big endian, 31.12.17 F3, je vérifie que je n'écris pas n'importe quoi, 31, ouais, c'est l'inverse, 31.17.12 F3, 31.17.12 F3, voilà. Enfin, j'ai indiqué mon gem. Et à présent, il a généré le fichier de sortie et il me demande si on veut lancer l'exploit. Je m'assure juste que mon Windows est bien démarré. Start. Oui. Hop. Et on va faire un yes. Et logiquement, ce qui va se passer, c'est que dans mon cas ici, je devrais me retrouver avec un invité de commande Windows. Et j'ai oublié une chose, j'ai oublié de me mettre en écoute. Du coup, je vais repartir, c'est pas grave, restaurer tous les terminaux. Je vais me mettre en écoute sur le 4444. Donc, le script a bien été généré, donc on va le retrouver, il est ici, avec le payload. Donc, maintenant, vu que le fichier est déjà généré, je n'ai plus qu'à l'exécuter. Donc, obscript.py. J'exécute. Donc, je ne suis pas encore en écoute, je me remets en écoute. Je vais bien m'assurer qu'ici, tout est redémarré correctement. Restart. Je lance. Voilà. À présent, je lance mon exploit et normalement, ici, je devrais avoir l'invité de commande. Et ça y est. Là, ça y est, j'ai la main sur ma machine Windows. Donc, notre exploit fonctionne. Alors, c'est pas fini, parce que là, on a bien fait les choses en local, et maintenant, il va falloir qu'on adapte un petit peu notre script, le programme, pour se connecter, du coup, sur BrainPan, sur la machine TryAcme. Donc, pour se connecter sur la machine TryAcme, je reprends mon README, la machine, c'est celle-ci. Donc il va falloir qu'on lance notre exploit sur cette IP. Donc on va modifier notre script obscript.py pour se connecter sur 10.10.100.168. D'accord. Sur le port 99.99. Et c'est pas tout. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre payload a été généré pour... c'est un payload généré pour notre machine Windows, donc avec toutes les informations de connexion à ma machine Kali sur le réseau local, etc. Donc il va falloir qu'on modifie les IP, enfin l'IP du lhost, donc du localhost. Donc on ne va pas relancer toute l'application BoffHelper, on va simplement régénérer un MSF Venom. Donc avec la même commande que ce qu'on a fait tout à l'heure, enfin presque la même commande, parce que qu'est-ce qu'on a vu, c'est que potentiellement c'est une architecture Linux, hein, rappelez-vous. Alors même si c'était pas sûr, c'était très probablement une architecture Linux. Voilà. Après vous ne fiez pas forcément à ça, mais vu la réponse, on a probablement une machine Linux derrière. Donc, on va lancer un MSF Venom. Je vais le lancer où? Je vais le lancer. On va le lancer là. MSF Venom. Bah, j'ai quasiment tout ce qu'il faut. MSF Venom. AX86. Donc sur un Linux. Donc notre machine, c'est celle du tunnel, effectivement 10.11.31.167. Là maintenant, il faut que je m'assure de me reconnecter en réseau partagé. Hop.
Qu'est-ce que je fais? Non, en adaptateur par défaut, pardon. Alors, on va juste s'assurer avant que je ping. Ça, je peux l'arrêter. Que je ping bien 10.10. Point 100.168. C'est bon. Ok. Et du coup, voilà. Donc, MSF Venom, je veux générer donc un shell reverse TCP qui va renvoyer la connexion sur ma machine, la 10.11.31.167 sur le port 44.44 avec une fonction de sortie SREN et les bas de caractères, 3 itérations chez Katagane, donc pour encoder le payload, et un format de sortie paille. Donc ça déjà, j'exécute. Je copie tout ça. Copier, hop. Je reprends mon script. Donc finalement, je faisais un simple remplacer. Hein. Coller. Donc on voit déjà qu'il est bien plus petit. J'enregistre. Donc là, on a notre payload pour se connecter normalement à notre machine Linux qui fait partie du challenge. Je me mets en écoute sur le port 4444. Parfait. LS. Ok. Et même chose, je relance mon script Python, OBScript, qu'on vient tout juste de modifier. Et c'est parti. Et on voit qu'on est connecté à la machine distante 10.10.100.168. Si je fais un Who am I, il me dit je m'appelle Puck. Un LS, ok. Donc on voit qu'on a les choses. Ce qu'on va faire, je vais mettre un peu plus grand, maximiser le terminal. On va un peu stabiliser tout ça. On sait qu'il y a un Python hein, sur la machine. Bon, par contre, je ne sais pas si c'est le Python. On va faire ça. On va stabiliser tout ça. Detail.spawn. Alors, est-ce que j'aurais pas dû écrire on va voir. Bin bash. Ok. Super. Donc là, déjà, on reprend le terminal et term égale externe. LS. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc, si je vais dans web, j'imagine, on va retrouver notre site web, le contenu. Donc, c'était la fameuse page PNG qu'on avait tout à l'heure, la page index et le dossier bin qu'on a découvert. Donc, dans bin, hein, j'imagine, c'est là où on a le brainpan.exe. C'était bin. Voilà. Donc, là, on est Puck. On va voir s'il y a d'autres utilisateurs. Alors, est-ce qu'on peut faire un cat etc passwd? Ouais. Alors, on voit, on a différents utilisateurs. On a un root, on a Ansi, Puck, Reinhard. Et c'est tout. On va aller voir ce qu'on a dans Reinhard. Donc, home, cd Reinhard. Permission denied. Ok, donc on voit qu'on a des restrictions déjà de permission. On va aller voir un autre utilisateur. On va aller voir Anansi. C'est Anansi. Permission denied. Ok. Donc on a un premier niveau d'accès, mais on voit que cet accès est quand même restreint. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est essayer de faire une escalation de privilèges. Et pour ça, on va utiliser un petit outil que très probablement vous connaissez, c'est Limpis, qui va essayer en fait d'identifier des problèmes de configuration, etc. et qu'on va tenter d'exploiter. Alors, je vais retourner sur ma machine, donc, hop, restaurer tous les terminaux. On va aller toujours dans OPT, par contre,
dans les privesc. Donc j'ai un dossier privesc qui contient différents scripts d'escalation de privilèges. Voilà, privesc. Ok. Et je vais aller dans mon dossier linpiece. Voilà, on a le linpiece.sh, c'est celui-là qui va nous intéresser. Donc, même chose, pour transférer les fichiers, hein, je ne m'embête pas. Je crée un serveur HTTP. Ici, puck, cd puck. Je pense qu'il doit avoir des droits en écriture. Si je fais un touch, readme.md, ls. Okay. Donc on a bien des droits en écriture. Donc on va utiliser ce dossier, ce répertoire, pour récupérer notre dossier linpiece.sh. Donc pour récupérer le fichier, je fais un wget http://. Donc mon IP interne c'est 10.11.31.167 sur le port 80. Et le fichier que je souhaite c'est linpiece.sh. On vérifie. Et le fichier est récupéré. C'est un fichier exécutable, on n'oublie pas d'ajouter la commande pour le rendre exécutable. Ok. Et à présent, on va agrandir le terminal. On va faire un petit nettoyage. Et on va lancer linpiece. Et on va le laisser un petit peu travailler. Et l'idée c'est que ce script, il va nous indiquer pas mal de choses en rouge. C'est des choses qu'il faut regarder, voir justement s'il n'y a pas des possibilités d'exploiter ces informations-là pour justement faire notre escalation de privilèges. Alors, il a déjà commencé à trouver pas mal de choses. OSIM private SSH key found. Ok. Par contre, on a vu qu'il n'y avait pas de... Le port 22 n'était pas ouvert, donc ça, on ne pourra rien en faire. En tout cas, il est masqué, à minima. Parce que j'ai pas été faire de la recherche approfondie non plus. Là, on voit du coup les applications route. Qui tournent avec les droits route. Ok. C'est une VM. Donc là, je cherche ce qui est rouge. Ok. Ubuntu sudo 1.8.14. Alors, je vais ouvrir tout de suite GTFO Beans. GTFO Beans, c'est un superbe site où en fait vous allez trouver différentes applications et les problèmes de configuration qu'on peut rencontrer et comment les exploiter pour éventuellement obtenir un shell. Donc là, c'est ce qui nous intéresse. Alors, on va regarder une chose simple déjà. Est-ce que l'utilisateur il a des droits sudo? Si je fais un... je suis pas dessus. Voilà. Donc, sans mot de passe, il peut faire un sudo de cette commande-là. Et ça va les exécuter avec les privilèges root. Et ben voyons ce que ça donne. Ah, il n'a pas fini. Bon, on va l'arrêter là. Il va falloir que je relance mon exploit, donc que je me remette en écoute. Que je relance mon exploit. Je vais restabiliser du coup
mon shell, Python 3, c'est donc import py.spawn bin bash. Ok, et on fait un export terme externe. Voilà. Donc l'NP, c'est plus la peine de l'exécuter. Par contre, ce qu'on avait vu, c'est qu'on avait une commande. Alors, elle est où? Potentiel, où il n'a pas besoin du mot de passe admin, tout en pouvant l'exécuter avec les privilèges. Donc l'application, c'est celle-ci. Pour éviter de la rechercher plus tard. Copier, hop, hop. Donc ça, c'est l'INPIS qui nous donne cette information. Et du coup, si je fais un sudo de ça, qu'est-ce que ça fait? Ok, donc je dois envoyer un paramètre. Donc, sudo network. Ok, ça fait comme un if config. Alors if config, est-ce qu'on a des choses là-dedans? If config. Non. Sudo, on va faire, c'est quoi? Proc list. Proc list. Donc ce sont les process. Bon, ça ne nous intéresse pas, parce que là je sais qu'il n'y a rien. Non, GTFO beans. Et on avait, j'ai oublié, manual. Sudo coller manual. No manual entry, ok, oui. Donc bon, on va mettre le manual man. Sudo, j'ai oublié, coller manual man. Ok, alors man. Ah, man. Man, on voit qu'il y a possibilité de shell et sudo. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que si on tape la commande, celle-ci, là, eh bien, on va pouvoir lancer un shell en tant que root. Donc, si je fais bin bash, parce que nous on est en bash, ok, je suis root, on voit bien root brain pain, on va s'en assurer. Ouais, ça y est. On va s'en assurer, cd home, ls, cd anansi, qu'on ne pouvait pas accéder tout à l'heure. Voilà, ça y est, on a l'accès à ces programmes. Il n'y a rien dedans. Si Anansi Ultime, bah son programme. Et on avait l'autre utilisateur, Reynard, cd Reynard. cd Reynard. Voilà, il n'y a rien dedans, mais on a bien l'accès. Du coup, on est root. Si je fais un who tout simplement, on est root. Voilà, donc vous avez pu voir comment, première chose, comment exploiter un buffer overflow avec l'application BufHelper, donc le script Gitem, qui permet vraiment d'automatiser toutes les étapes qui permettent d'identifier l'overflow et de générer le payload. Vous avez vu comment on a pu rentrer sur le système avec un shell reverse en tant qu'un utilisateur classique. Et ensuite, vous avez vu comment faire une escalation de privilèges en exploitant justement
cette faille sudo où en fait il n'y avait pas besoin d'entrer le mot de passe, où on voyait que l'application Anansi utilisait les privilèges root sans mot de passe. Donc on a utilisé cette faille pour pouvoir, avec cet outil qui a été mis en place, lancer un man et profiter de ça pour lancer un bin bash en tant que root. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des petits likes, des commentaires, j'essaierai de les lire. Alors sa première vidéo, soyez indulgents, c'est pas du tout mon métier. J'aime beaucoup tout ce qui est cybersécurité, je me forme dessus, mais c'est pas mon métier. J'ai peut-être dit des bêtises dans ce que je vous ai raconté. En tout cas, c'est quelque chose qui me plaît. Je voulais vraiment vous présenter cet outil parce que j'ai trouvé ça hyper rapide pour exploiter un buffer overflow. Plutôt qu'à chaque fois changer manuellement à la main dans le script, l'offset, régénérer un pattern pour avoir une longueur de caractère suffisamment longue et identifier où se trouve l'offset exact pour identifier le IP. Voilà, donc j'ai voulu vous présenter cet outil-là. Je pense qu'il n'y a pas d'autres vidéos, en tout cas en français, qui présentent cet outil. Et du coup, je suis hyper ravi d'avoir pu partager ça avec vous. Merci, lâchez vos petits likes, à bientôt.